Ça nous a changé des pitons de la haute région. Le côté, le jour le plus long était assez marrant. Oui, un débarquement, on s'imaginait un temps intensif de l'eau jusque-là. Bon, enfin, c'était une balade plutôt qu'autre chose. Mais enfin, ça laisse un bon souvenir. Parce qu'il m'a vu venir, et ce grand-là, ça doit être un officier. J'ai fait un bond. Et le copain qui était derrière a tout pris dans le ventre. Pourquoi déjà avoir évacué Kaobang par l'RC4? Il y a l'RC3 de l'autre côté. On est en moyenne région directement, donc pas de calcaire par le truc comme ça. Et ça, on aurait filé tout seul, taille Nguyen et tout ça, on défilait tout. Pourquoi avoir être passé par là? Donc bonjour Robert. Bonjour Jean. C'est avec plaisir que l'on vous retrouve. Ben comme je vous l'ai dit, vous êtes toujours le bienvenu. Bah oui, je sais. Ça me fait plaisir à chaque fois de venir. Et moi, ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, donc, nous sommes quittes. Voilà, tout le monde est content. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu plus précisément des différentes opérations que vous avez pu vivre. Auxquelles j'ai participé. Auxquelles vous avez participé et dont vous vous souvenez. Et dont je me souviens parfaitement. Voilà. Alors, on peut commencer avec l'opération Junon, qui était une opération qui a eu lieu le 2 octobre 1949. Cette opération, ça a été la seule. Je ne pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Ça consistait à aller dans la région de Vinh. Vinh étant à l'époque le sanctuaire Viet. On prétendait même que Chimini y résidait. Et il y avait surtout des civils qui avaient été faits prisonniers au moment des coups de force japonais et qui étaient, on n'avait aucune velléité d'aller les délivrer, parce qu'il a suffi qu'on pointe le bout de notre nez pour qu'ils soient embarqués je ne sais où, donc on n'a même pas cherché. Ce qui était prévu, c'était la destruction des salines de Vinh. D'accord. Parce que le sel représentait, ça a certainement dû changer maintenant, mais le sel représentait à l'époque une très grosse valeur marchande. Nous, on payait nos guides, nos coulis, on les payait avec du sel. D'accord. Vous engagiez de plus ou moins bonne volonté un gars du village pour porter une charge de 20 kilos pendant toute une journée. Le soir, vous lui donniez une poignée de sel et vous baisiez les pieds. Et comme j'en parle dans un article que j'ai pondu, et il est même arrivé, ça c'est la petite histoire, que la promesse d'1 kilo ou de sel fasse chavirer certaines têtes pas tellement blondes, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ça, le sel, c'était la denrée. Alors là, autant c'était difficile d'avoir du ravitaillement d'Hanoï quand on est dans l'opération, autant le sel, alors là, on nous en dropait une tonne. Mais pas de parachute, on largue, double sac, on largue, et comme ça. Ça, le sel, c'était pas le nerf de la guerre, j'en parle, mais ça avait une très grosse valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a été à faire cette fameuse opération. Alors, Junon, c'était assez marrant parce qu'on est arrivé sur des petits bateaux du débarquement en Normandie. Oui, c'est les mêmes LCT, LCVP, LCA, je ne me rappelle plus tellement de la terminologie. Et avec une couverture d'artillerie par bateau. D'accord. Il y avait le Duguay-Trouin qui était au large et qui... Alors, tant aussi bien qu'on s'est pointé, bon, il n'y a pas eu tellement une résistance farouche. On a pris quelques coups de feu, quelques trucs comme ça, quelques tirs de mitrailleuse, mais enfin rien. Ils n'ont pas insisté, moi simplement décamper. Alors, on a arrosé le sel de gasoil, on y a mis le feu. On a tourné un petit peu dans le coin et puis on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a qu'on fasse d'autre? D'abord, on n'était jamais qu'une... je crois pas que tout le commando je crois pas que tout le bataillon y était.
Mais je ne sais pas ça, je ne pourrais pas vous dire. Parce que moi, je n'étais pas dans le secret des dieux en ce qui concerne les effectifs. Hein. Moi, ce qui me concerne surtout, c'est le GC2. Hors du GC2, j'avoue que je suis un peu... Même le GC1 et GC3 du bataillon, j'ai rencontré en captivité des gars qui étaient du GC1 ou du GC3. J'ignorais totalement qu'ils étaient du 3e BCCP. Ça, je ne les connaissais absolument pas. Il a fallu la captivité pour qu'on se rencontre. Et même entre premier et deuxième commando, on communiquait pas tellement. D'accord. La première opération qu'on avait faite en arrivant en Indochine, au Tonkin, elle a commencé le 20 janvier 1949, elle s'est terminée le 24 juillet. On n'a jamais rencontré le premier commando. Et pourtant, on était dans la même région, dans le secteur de Sonla. Ils étaient à peut-être 20 ou 30 kilomètres que nous, mais on ne les a jamais rencontrés. On avait une indépendance totale, et puis le père Bijard, qui nous commandait à l'époque, était un farouche partisan d'indépendance. Il ne supportait personne au-dessus de lui. Avec le commandant Hérol, ça ne marchait pas. C'est simplement que... Déjà, il y avait une opposition physique. Bijard, vous avez dû voir des photos de lui, il avait de la gueule. On l'aime ou on l'aime pas, mais il faut reconnaître qu'il avait de la gueule. Alors que Pampan, le colonel, le commandant Hérol, qu'on appelait Pampan, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais su, un petit 1m70, sec comme un coup de trique, et puis il avait quand même une quinzaine d'années de plus que Bijard. Alors, Bijard prenait Pampan pour une vieille peau, et Hérol prenait Bijard pour un arriviste. Sans quoi... Mais enfin, c'est pas à nous de juger. Et c'est tant et si bien qu'après cette fameuse opération du 20 janvier au 24 juillet, nous sommes rentrés à Hanoï, tout le bataillon était là, au complot, protectorat, et donc, automatiquement, Bijard se retrouvait sous la coupe du commandant Hérol. Il a préféré quitter le bataillon. Il s'est fait muter. Il avait je ne sais pas comment il a fait cet homme pour avoir l'entre-gens qu'il avait. Il avait des relations haut placées, je ne sais pas comment il faisait, mais tout ce qu'on lui demandait, il l'avait. Ça, c'est jamais su. Enfin, ça. Et pour revenir sur le sel, donc le Viet Minh se servait aussi de cette richesse, de cette monnaie d'échange, en fait? Quoi, non? Le Viet Minh, puisque là, vous avez détruit les salines. Donc le Viet Minh avait la même... C'est surtout pour que les Viet ne s'en servent pas. C'était pas... Nous même si on n'avait pas eu les salines, on aurait pu en faire venir de fondue. C'était pas une catastrophe. On a du sel, on pouvait s'en procurer, alors qu'eux n'avaient aucune possibilité. Ils n'avaient que ces salines de vigne. Et eux s'en servaient donc... Ils s'en servaient pour monnaie d'échange. Ils en faisaient le même usage que nous, quoi. Du reste, ça n'a pas dû leur plaire qu'on leur ait brûlé leur saline. Parce qu'avec du gasoil, c'était foutu. Hein. Irrécupérable, il n'y avait plus rien à y faire. Il fallait les retransplanter ailleurs. Donc, je me rappelle, je suis rentré quand nous avons donc débarqué sur cette... là, il y avait un bâtiment sur le côté. C'était certainement un bâtiment administratif. Et qui avait, je sais pas, il avait récupéré un obus ou un truc comme ça, il était un tantième effondré. J'ai été pointer mon nez là-dedans, toujours curieux de nature, vous savez, quand on a 20 ans, qu'est-ce que ça donne. Et sur une table couverte de gravats, il y avait un petit coupe-papier. Ah, j'ai dit, il est joli ce petit coupe-papier, je le prends. Et voilà. Et attendez, l'histoire n'est pas finie. Je l'ai mis dans mon sac. Quand on est rentré à Neuilly, je l'ai mis dans ma cantine. Et puis j'ai pu repenser. Et quand nous avons été portés, le bataillon a été porté à disparu, donc il était anéanti. Il y a des braves petits copains qui étaient restés au protectorat qui se sont empressés d'aller piller les cantines des petits copains.
Et donc, à ma cantine, j'ai rien trouvé. Si, j'ai retrouvé un stylo, ma correspondance. On m'avait laissé ma correspondance que j'avais échangée avec ma mère. D'ailleurs, c'était à peu près la seule personne avec laquelle je correspondais. Mais c'était pas valable pour tout le monde parce que les gars qui étaient mariés, vous voyez ce que ça pouvait donner, il pouvait y avoir des correspondances. Alors donc celle-là, mais ce qui n'était pas mon cas. Et donc, si vous voulez, j'avais si, quelques slips, pas rien. Bon, j'avais fait mon deuil de toutes mes affaires. Je ne repensais même plus à ce truc-là. Voyez-vous. Et il y a quelques années, sur Paris Vendu, je vois passer ça. Je ne peux pas vous garantir que c'est le même. Ouais. Mais c'est exactement que c'est lui, tout au moins, mais c'est exactement le même. Donc, je l'ai acheté, je l'ai payé 10 euros. Et c'est un souvenir de cette fameuse opération Junon, donc en octobre 49. Et j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. J'ai dit à mon fils de me le mettre, qui se le conserve soigneusement. Merci. Mais enfin, cette opération du Junon, disons que c'était une balade plutôt qu'autre chose. Hein. Ça nous a changé du protectorat, ça nous a changé des pitons de la haute région. Le côté, le jour le plus long était assez marrant. Un débarquement, on s'imaginait un temps intensif de l'eau jusque-là. Bon, enfin, c'était une balade plutôt qu'autre chose. Mais enfin, ça laisse un bon souvenir. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà pour l'opération Junon. Je pense pas qu'on peut en dire grand-chose d'autre. Mais alors, je dis, ce qu'on était à plaindre, ce sont les prisonniers internés qui étaient là quand ils ont dû dire « ça y est, on vient de nous libérer ». Ça n'aurait servi à rien. Le temps qu'on arrive à progresser à l'intérieur des terres, ils seraient partis on n'aurait jamais réussi à les rattraper, donc c'était... Et en finale, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces prisonniers? Ils ont été libérés un jour ou ils se sont, on va dire, éteints à force de... Pardon? Je dis ces prisonniers. Oui. Est-ce qu'on les a revus un jour? Il y en a qui sont restés jusqu'au 54. Hein. Ouais. Il y en a qui sont restés jusqu'à 54. Il y en a qui s'est tapé 9 ans de captivité quand même. Hein. Ouais. Ça n'a pas dû être marrant, surtout qu'il y avait des femmes et des enfants. Et il y avait parmi les membres de la NAPI un garçon qui s'appelait Gesbert. J'ai correspondu un moment avec lui, et puis il a perdu sa femme, il a quitté Paris, il a fait la région parisienne, il est allé s'installer en Bretagne, et puis on s'est complètement perdu de vue, et même d'adresse, je n'ai plus ses coordonnées. Il a été prisonnier à 6 mois. Il était du nombre donc des civils et tout ça qui ont été capturés. C'est original comme début dans l'existence, prisonnier. Ouais. Et alors donc il était prisonnier 6 mois, mais alors, il s'est passé quoi? Il s'est échappé ou non, il a été libéré 9 ans plus tard. D'accord. Ah oui, non, vous dites qu'il était prisonnier 6 mois. Oui, à l'âge de 6 mois. À l'âge de 6 mois, pardon, je n'avais pas compris. De 6 mois. À l'âge de 6 mois, d'accord. Ah oui, effectivement. Mais ça ne l'avait pas tellement marqué. C'est un très, très gentil garçon. Il aurait pu quand même être un peu traumatisé, mais non, ça s'était fort bien passé. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu comme opération? Alors, on peut parler aussi de l'opération Diabolo. Diabolo, en décembre 1949. Septembre 49. Non, décembre. J'ai toujours tendance à confondre le canal des Bambous et le canal des Rapides. Il y avait les deux. Alors, on a le canal des Bambous qui va sur Haiphong. Le canal des Rapides? Et le canal des Rapides, c'est un petit peu plus au nord, c'est au niveau d'Hanoï. On a souvent patrouillé dans ces coins-là. Mais des opérations de 2 jours, voyez-vous. On allait juste faire un tour, voir ce qui s'y passait, puis on repartait. Bon, en fait, on n'est quand même pas très très loin du golfe du Tonkin. Hein. Pardon? Je dis, on n'est pas très loin du golfe du Tonkin.
Je pense que c'est pour ça qu'il parle aussi un peu du delta, parce qu'en fait, on est entre Haiphong, Nam Dinh, et puis le canal des bambous, en fait. Ah bah, ils font qu'on y passait. Pareil, ils font qu'on y passait forcément parce que c'était le. Comment dirais-je? Hanoï est quand même un peu enclavé. Oui. Alors donc, pour le moindre déplacement, il fallait pour Haiphong, si on voulait utiliser la mer pour aller à tel et tel endroit. Alors il y avait ce fameux train qui sautait régulièrement. Ça faisait partie, disons, du folklore. Je ne me rappelle plus, je crois qu'on lui avait donné un nom à ce train. Oui, et je suis en train de, justement, je suis en train de le... C'est pas la Rafale. La Rafale. Si, c'est la Rafale. Hein, Ça devait être la Rafale, oui, effectivement. Je cherchais, mais c'est... Et il sautait régulièrement. Ouais. Ça, alors, du reste, devant, il y avait la locomotive, les wagons derrière, et devant la locomotive, il y avait deux plateaux qui étaient pleins de rails. Et puis tout le matériel pour réparer, des sacs de ballast. Oui. Des sacs de ballast, des outils, tout était. C'était des plateaux devant la locomotive. Alors, donc, la plupart du temps, c'est ces fameux plateaux qui sautaient. Alors, on était bloqués là pendant 2 heures. Bon, ça faisait partie du folklore, savez-vous pas. Mais malgré tout, ça aurait pu mal tourner. Hein. Ils auraient pu profiter qu'on était immobilisés pour... mais là, ils ne l'ont jamais fait. Et moi, j'avais la douce manie, c'était de voyager dans une petite cabine qui était en haut du wagon. On y accédait par un petit escalier, et il y avait une petite cabine fermée. Je vois ce wagon, ouais. Avec un siège, et je ne sais pas à quoi ça servait. Moi, j'ai bien voyagé là-dedans, j'étais tranquille. C'était idiot parce qu'un type m'aurait pu m'aligner, mais on ne pense pas à toutes ces choses-là. Mais nous, on n'a jamais... Personnellement, le 3e BCCP n'a jamais sauté. Je ne sais pas, est-ce que la veine, est-ce que... Je ne sais pas. Mais on n'a jamais sauté. Mais on l'a pris aller-retour une dizaine de fois, quand même, quoi. Ben, par contre, à Haiphong, hein, c'est pas la ville qui est drôle, parce qu'ils avaient un problème d'eau. Et alors que si vous vouliez, il y avait des petites boutiques en ville où on pouvait prendre une douche. Et c'était cher. Hein? Bon, je ne pourrais pas vous dire le prix, mais enfin, pour prendre une douche, il fallait payer. Et puis, plus de ça, alors, chose que je n'ai jamais vue nulle part en Indochine, il y avait des bistrots qui étaient interdits à la troupe. D'accord. Jamais su pourquoi là non plus, mais enfin, comme on n'avait pas l'intention de se faire naturaliser à Haiphongais et qu'on n'y faisait que passer. L'opération Diabolo, c'est le nom du canal des Rapides, alors. Oui, ça prend en fait. Enfin, c'est un peu plus au sud que le canal des Rapides. C'est entre, donc, dans le triangle Ningjiang. Et elle a duré combien de temps? Et elle a duré. Donc, elle commence en fait le 21 décembre. Parce que généralement, toutes ces opérations qu'on faisait au canal des Rapides, au canal des Bambous et tout ça, elles ne duraient jamais bien longtemps. On était emmenés à une certaine distance en camion. Là, les camions nous laissaient. Ce n'était pas des opérations parachutées. Les camions nous laissaient. On allait faire notre boulot. Ça durait 1 jour, ça durait 2 jours. Et on retournait où nos camions nous avaient laissés et on rentrait sur Hanoï. Ouais, parce qu'en fait, pareil, là, le GC2, donc, il fouille les villages entre la Tienne. La Tienne? Ouais. Et il y a même un commissaire politique qui a été abattu. Ah, le village de la Tienne, imaginez-vous que c'est un village qui compte beaucoup dans ma vie. Parce que j'y étais le 29 décembre 1949, ce qui était mon 21e anniversaire, puisque je suis du 29 décembre. Et nous cheminions le long d'un canal, est-ce le Bambou des Rapides, ça j'en sais rien, sur une digue
qui avait été coupé en dents de, vous savez, en dents de piano. Là. Touche de piano. Et à un moment, il y a un petit plaisantin qui était caché dans la brosse qui bottait le truc, qui a tiré sur une ficelle pour moi. Parce qu'il m'a vu venir, et là, ce grand-là, ça doit être un officier. J'ai fait un bond. Et le copain qui était derrière a tout pris dans le ventre. Oui, là, vous voulez dire, donc, en fait, il a fait sauter une mine. Il a fait sauter une ligne, simplement, mais malheureusement, au lieu de la mettre comme ça, donc elle aurait... Il l'a penchée, donc elle... Oui. Moi, j'ai juste été atteint par le souffle. Je me suis retrouvé en bas de la diguette. J'avais rien, mais le gars qui était derrière... je l'ai donné pour regretter que c'était un bon copain. Il s'appelait Alain, caporal Alain. Et quand on est rentré à Hanoï, une semaine plus tard, il y a un gars qui se pointe. Je parle pour grand hasard, j'étais dans la cour, il me dit je suis le frère d'un soldat de chez vous, un nommé Alain. Alors je l'ai courageusement orienté vers le lieutenant, et puis c'était pas à moi de... C'était pas à moi de lui dire, quoi. Et le gars, il était sur Saigon, s'était fait muter pour être avec son frère. Ouais. Il y a de ces trucs dans la vie. Oui, et ça se passait au village de la Tienne. Et dans ce village de la Tienne, j'avais récupéré une petite théière dorée comme ça, japonaise, une cochonnerie qui vaut... je sais pas, 1,50 €, voyez-vous, des trucs comme ça. Et que je l'avais trouvé mignonne, je l'avais mis dans ma cantine, et elle m'a été renvoyée. D'accord. Et le pire de l'histoire, c'est que cette petite théière se brinque-ballait dans ma cantine, elle n'a jamais été bréchée, et c'est mon fils qui l'a, je vais dire de la garder aussi, parce que c'est un souvenir du jour de mes 21 ans, et le village s'appelait La Tienne. Donc, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier. Ça serait Nuyen truc machin, des trucs comme ça, mais La Tienne, ça... Non, ça ne s'oublie pas. C'est bien la première fois qu'on me reparle de La Tienne, du reste. Hein. Et en fait, c'était quelques jours après Diabolo, finalement. Et ça, c'était le 29 décembre 1949. Là, et on était bien le long du canal, parce que de l'autre côté... C'était les Viettes de l'autre côté du canal. Et avec des mégaphones, ils nous insultaient, ils nous disaient qu'ils allaient nous couper les joyeuses, nous les faire bouffer. Et il y avait un Français. On croit que c'était Chapuis, parce qu'il y a eu deux parmi les déserteurs qui ont vraiment servi dans l'armée vietnamienne. Il y en avait deux. Il y avait un gars qui s'appelait Chapuis et un autre qui s'appelait... Ah merde, j'ai oublié le nom. Je l'avais sur la bouche à l'instant. Chabert. Chapuis et Chabert. Et ça, c'était les méchants. Ça, on les a rencontrés pas le GC2, mais il y a eu une unité de chez nous, je ne me rappelle pas quel GC, est tombé un jour sur eux. Ils en voulaient. Hein. Et là, ils nous insultaient, ils nous tiraient dessus, des trucs comme ça. Alors, on leur envoyait des obus de mortier, ils nous répondaient « raté ». Enfin, voilà. Et bonne petite plaisanterie de fin de repas. Et ça, mais de toute manière, on n'a jamais réussi à passer les fêtes de fin d'année à Hanoï. Parce qu'on avait un colonel qui commandait les troupes aéroportées. Pour une raison que j'ignore, il ne pouvait pas nous sentir. C'est alors là le troisième BCCP lui collait d'urticaire. Alors en 1949, justement, on était le 21 décembre. On s'est dit, enfin, on va pouvoir passer un petit réveillon tranquille, aller faire un petit dégagement en ville, bien bouffer, des trucs comme ça. Le 23 décembre, il nous a expédié en opération. Et c'est l'opération dont vous me parlez, là, qui n'a servi strictement à rien. On s'est baladé, on allait là, puis on revenait.
c'est le colonel Chavat, c'était une peau de con, il est mort depuis belle lurette, mais si je le voyais, je ne me serais pas gêné pour lui dire, une fois que j'aurais été civil quand même, il ne faut pas exagérer. Mais il ne pouvait pas le sentir, il n'a rien y faire. Du reste, Bondroit en parle dans son bouquin. Je ne comprends pas. Est-ce que moi, j'ai pensé à un moment qu'il avait dû se frotter à Bijard. Ouais, c'est possible. Alors, comme Bijard, c'était pas le type à se laisser marcher sur les pieds, bien qu'il n'était que capitaine et que l'autre était colonel, il y a peut-être eu une friction, et du coup, il a pris le bataillon en grippe. Ce qui prouve bien sa connerie, parce qu'on ne va pas prendre 800 mecs en grippe parce qu'il y a un gars vous a déplu, vous comprenez? Je ne sais pas ce qu'il est devenu, qu'on vient lui fasse. Ah là là. Et donc après, nous avons l'opération Michel, 1er janvier 50. Ben c'est cette fameuse opération qui découle du 23 décembre et qui englobait, parce qu'on a dû rentrer aux alentours du 6 ou du 7. J'ai bonne mémoire. Du 6 ou du 7 janvier. Jamais su où on était. Ouais, là, vous êtes dans la région de... Parce que à mon échelon, qu'à l'époque, je n'étais que cabot-chef. Vous savez, les officiers ne prenaient pas le soin de me dire, vous savez, on va faire ceci, on va faire cela. Ça, en avant. Hein. Ouais, vous êtes toujours autour du canal des Bambous, en fait. Pardon? Je dis, vous êtes toujours autour du canal des Bambous. Ah oui, c'est un coin qu'on affectionnait particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ce canal avait une importance capitale, mais enfin, je sais qu'on s'y baladait très souvent. Mais c'était des opérations terrestres à chaque fois, et puis du compte fait, pas désagréable. Marc, on aurait préféré être à Hanoï, attirer notre flemme à Hanoï, mais enfin, hein, on ne pouvait pas faire ça toute la vie. Hein. Et puis après, on doit arriver à Niado, en février. Et alors, donc là, par rapport à ça, qu'est-ce que vous vous souvenez de certaines choses? Et vous vous souvenez de certaines choses? À Niado, oui, très bien. D'abord, on est parti, c'est le 5e qui a sauté. Le 5e BCCP, qui est du reste qui devait être rapatrié sous peu, et on y avait adjoint le GC2 du 3e. Donc c'était même pas le commandement était assuré par le commandant Graal, qui commandait le 5e, et donc il coiffait l'opération. Et il y avait encore un gars au-dessus de lui, c'était le lieutenant, le colonel Romain Desfossés. D'accord. Colonel Romain Desfossés, qu'on appelait évidemment Romain des Pitons. Ça, il y a des trucs automatiques. On avait au GC un lieutenant qui s'appelait Chevret. Inutile de vous dire que tout le monde l'appelait Biquette. Aussi bien les officiers que les hommes, c'était Biquette. Ça, c'est du classique. Hein. Et là, on a sauté sur ce truc-là. Ça s'est assez mal passé au départ, parce qu'il y a un avion qui s'est perdu. Je ne sais pas qui était dedans, c'était un officier qui était dedans, et il connaissait la région. Il s'est bien rendu compte qu'on n'était pas sur Niado, on était sur Paca, à 50 km de là. Ouais. Alors évidemment, c'est parachuter les mecs à Paca pour les faire revenir à pied à Niado. Alors donc, heureusement que ça s'en est aperçu, donc le saut interrompu. Mais n'empêche qu'on a sauté avec un stick de moins quand même. C'était gênant. Et à Niado, la situation était désespérée. Le chef de poste avait été tué et le poste était à moitié investi par les Viettes. Donc les gars se battaient dans un petit coin. Ils espéraient les secours, ils veulent dire, quand ils ont vu les avions, qu'ils ont respiré. Et ils se sont payés le lieu d'une sortie. Il faut le faire, hein, quand même. C'était une compagnie du 2e bataillon taille. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ils en voulaient, hein. Ouais. Les tailles,
On ne peut pas dire qu'ils étaient contre le anticommunistes, c'est pas ça. Mais enfin, ce sont des gens tranquilles, paisibles. Ils demandaient qu'une chose, c'est qu'on leur foute une paix royale. Ça, alors là, quand on faisait pendant cette fameuse opération de 6 mois, tous les jours, on part en patrouille. Tous les jours que Dieu fait, on part en patrouille. Je vous dis, on faisait une moyenne de 30 à 35 km tous les jours. Donc, alors, quand je me vois maintenant, une télévision, ça me fait... Enfin, ça n'a rien à voir. Et alors, on allait voir, ils nous recevaient très aimablement, sans excès d'aimabilité. Non pas qu'ils n'auraient peut-être pas demandé mieux que d'être plus cordiaux, mais il y avait des observateurs viettes. Et malheur au chef de village qui aurait été trop sympa avec les Français, qui leur a offert à bouffer, des trucs comme ça. Alors nous, on avait comme pour mission de payer tout ce qu'on consommait, même un fruit. Voyons, on prenait un fruit, il fallait le payer. Et alors, ces braves gens, on les assurait qu'on était là pour prendre leur défense, que s'il y avait ils avaient le moindre problème, qu'ils pouvaient compter sur nous pour qu'on vienne à leur secours. Ils nous remerciaient, ils nous faisaient des petits cadeaux, enfin, je me comprends, quelques fruits, des trucs comme ça. Et puis, aussitôt qu'on avait le dos tourné, c'était les Viettes qui arrivaient. Et donc, alors, eux, vous les avez reçus, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous en dites, un truc comme ça. Et je vous dis, le gars qui aurait été un peu trop sympathique, c'était la casserole, ça, alors là. Alors, nous, on appelait ça la pacification. Et eux, les Viettes, c'était la terreur, bon, simplement. Ouais. Tout ce qui n'était pas dans la ligne des Viettes devait être éliminé. Mais autrement, c'était des braves gens. Moi, j'y suis retourné à 3 reprises au Vietnam. Je suis retourné dans les villages des camps de prisonniers. J'ai retrouvé une vieille mémère qui était là lorsque le camp a été bombardé, par l'intermédiaire de notre guide. Elle nous a dit qu'elle gardait un très bon souvenir de nous. Ces gens-là étaient absolument charmants. La politique, ils s'en foutaient comme de l'an 40. Communiste, pas communiste, colonialiste ou pas colonialiste, ils s'en foutaient. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on leur foute la paix. Voilà. Les villes, c'était différent, mais la campagne, surtout que ça se passait quand même il y a 75 ans, il y a 3/4 de siècle. Enfin, maintenant, la mentalité a peut-être évolué, mais à cette époque-là, ils n'en avaient strictement rien à foutre du départ des Français. À Dongpan, le premier camp 3, on était logé, comme j'avais dit, on était logé chez l'habitant. L'habitant, il devait abandonner les 3/4 de sa baraque. On y logeait 25 prisonniers. Et puisque ça leur plaise ou non, et le patron de la baraque où on était, c'était un ancien tirailleur. C'était le menuisier du village. C'était un brave pépère, vraiment le Viette de la vieille époque, avec le petit bouc. Et il parlait bien français, du reste, on arrivait à se faire comprendre. Alors il nous racontait, quand il n'y avait pas d'oreille, il nous racontait ses souvenirs quand il était tirailleur. Alors David, à ce moment-là, tous les 3 mois, il allait à Quan Nguyen. Quan Nguyen, c'était le chef-lieu de canton qui n'était pas loin. Il allait toucher sa retraite de tirailleur. Et il se payait une congaille et une queue de chou. Une queue, c'est 600 grammes. Il se payait une congaille et une queue de chou. Mais il était sympa, ce mec. Il nous embauchait des fois pour aller couper des arbres. Parce que lui, son bois, il choisissait un arbre, il le coupait, il le débitait en tranches, en planches. Donc, tu vois, c'était un travail de bénédictien. Alors, de temps en temps, il embauchait un prisonnier pour prendre l'autre côté du passe-partout, vous savez. Oui. Mais il le nourrissait bien. Ah, le gars qui bossait pour lui, je vous garantis qu'il avait bouffé pour sa journée. Et donc, cette opération de Niado, lorsque donc, tout le monde a sauté, les Viettes, on les a quand même surpris. On leur a fait de la casse parce qu'ils ont laissé d'habitude, ils s'arrangent pour ne pas laisser les mecs sur le terrain, mais là, ils en ont laissé en pagaille. Et on est resté là, il faisait un temps,
mais un temps. Ça pissait de tous les côtés. Alors, je me rappelle, on partait en patrouille. Dans les pitons, alors quand on pitonne, on grimpe. Ouais. Mais pour grimper avec la flotte, vous voyez ce que ça donne? C'est la gadoue. Ouais, ouais, ouais. Alors, on s'accrochait à tout ce qu'on pouvait, une branche, presque un brin d'herbe. Une fois qu'on avait grimpé un petit peu, le truc après lequel on s'était cramponné cassait, et on redescendait tout sur le ventre. Et au passage, on foutait les petits copains qui étaient en dessous. On en a bavé par ce truc. On est bien resté une dizaine de jours sans un poil de sec. Comment on n'a pas chopé la crève, ça? Alors, c'est beau d'avoir 20 ans, parce que... Mais il a plu. Et puis, on est resté là, on a fait des opérations dans des patrouilles, toujours les éternelles patrouilles. Mais ou alors, ils nous tendaient des embuscades, ou alors ils foutaient le camp. Et puis, on a décidé de repartir vers la Hockaye. Enfin, on a décidé, on a reçu l'ordre de repartir sur la Hockaye. Mais pour passer à Hockaye, il fallait passer par un point nommé qui s'appelait Baongaï. À 3 reprises, on a essayé de passer, on n'a jamais réussi. On a eu des morts, je crois qu'on a dû avoir 5 ou 6 morts quand même. Impossible de passer. Alors on s'est replié sur Paca. Et là, on a passé Pâques à Paca, on a été très tranquille à Paca. C'est certainement un des meilleurs moments de notre campagne en Indochine. On était peinards. Il y avait les sentinelles, évidemment, mais enfin, les sentinelles, ça fait partie du jeu. Du quotidien. On se débrouillait pas mal. Ils nous avaient même envoyé des rations. Mais pas les rations individuelles, les rations pour 10. Oui. Vous avez entendu parler de ça? C'est la ration France Outre-mer, les FOM. Alors, c'était comme un cajot, il y avait la forme d'un cajot. Et il y avait 2 grosses boîtes de métalliques serties, dans lesquelles il y avait des biscuits, des trucs comme ça. Et puis, enfin, tout ce qu'il fallait, y compris le PQ, les cigarettes, les allumettes, enfin, tout, c'était très bien. Sauf que des fois, au lieu d'y trouver tout ce qu'on cherchait, on trouvait des briques. Avec des mots d'insulte, qu'on nous ferait la peau, enfin, comme ça. Et aussi, des fois, des conditionneuses qui mettaient un petit mot, qu'elles cherchaient un filleul pour... Alors, je vais raconter l'histoire de mon copain Dia Séviez. Ça me dit rien. Mon copain Dia Séviez, c'est un garçon merveilleux. J'ai eu une peine quand il est mort, mais tout ça, ça n'a rien à voir. Et il me dit, je voudrais bien écrire à une fille qui cherche un maman. Il dit, moi, je ne suis pas très doué, effectivement. Bon, je lui dis, bon, si tu veux, je te ferai ta lettre. Alors, donc, je lui ai fait la lettre. Il me disait, mais tu lui dis ça, tu lui dis ça, J'ai fait. Mais ça a mordu, la fille a répondu. Et puis le temps a passé, ça s'est prolongé jusqu'à la retraite de la RC4. Il correspond. Et puis ça avait pris, suivant ses instructions, évidemment, ça avait pris un taux beaucoup plus tard. On parlait fiançailles, on parlait mariage. La fille était hollandaise. Mais il ne l'avait jamais rencontrée encore. Il ne l'avait jamais rencontrée. Non, on ne s'était jamais rencontrés. Et un beau jour, la fille lui demande, pourrais-tu m'envoyer une photo? La catastrophe, c'est que mon ami Dia Séviez, parce que c'était vraiment un ami, il était laid. Mais alors vraiment laid, une tête de cochon et une grosse tête ronde comme ça. Et en plus de ça, il était marqué d'acné purulent. Vraiment très appétissant. Ça n'aide pas, quoi. Alors, il dit, oui, mais je ne peux pas envoyer une photo comme ça. Alors, par contre, il y avait un gars au commando qui s'appelait Pinet, qui avait une belle gueule, mais vraiment la belle gueule. Alain Delon dans Plein Soleil. D'accord. Voyez-vous, c'est vraiment une belle... Il était con comme un balai, mais il avait une belle gueule. Et il avait l'habitude, quand les gars comme ça, il donnait sa photo, moyennant un paquet de cigarettes ou un coup à boire, des trucs comme ça.
Et donc, il lui demande une photo, il envoie la photo. La fille, machin, quand elle reçoit ça, et bon, et puis on part à cette foutue opération sur la RC4, on ne revient pas, la fille sans nouvelles, à la fin, ils finissent par venir en France et descendent chez les parents. Mais on ne reçoit plus de nouvelles de Maurice, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme ça. Mais vous n'avez pas quelques photos de lui? Alors, est-ce que ça a donné? Oui, c'est sûr que, enfin, Ouais, est-ce que ça a donné? ça ne pouvait pas bien finir, on va dire. Ah. C'est le frère d'Edgar Sieviez, mon copain, qui m'a raconté l'histoire, autrement je n'aurais jamais. Parce qu'il est venu me voir quand j'ai été libéré pour me demander des renseignements sur l'homme. Et ce type-là, s'il avait eu la chance d'être dans le même camp que moi, il ne serait pas mort. Est-ce qu'il est mort en captivité? Il est mort en captivité en décembre, vous n'avez qu'à voir. Prisonnier en octobre, mort en décembre. Il a bu de la flotte. Alors, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Alors que si j'avais été là, je lui aurais savaté l'oignon. Mais il n'aurait pas bu de flotte. Et il s'en serait sorti. Parce qu'il était très résistant, il était costaud. Mais c'était un type bien. Il avait une passion pour moi, savoir pourquoi. Il m'aurait suivi en enfer. Et alors, on sortait souvent tous les deux ensemble à la grosse rigolade des copains, double pâté patachon, tout comme. Mais ça m'a fait de la peine quand il est mort. Non, aïe, aïe, enfin, tout ça, c'est une digression. L'ennui, quand on bavarde comme ça, on a tendance à prendre un chemin de traverse. C'est ce qui fait le charme du récit. Au contraire. Et donc, à PACA, on a été très tranquille. Si on a failli perdre le capitaine Cazot, parce qu'il y a eu un droppage de sel, il était entre 4 sacs, juste au milieu. Et puis, alors, à ce moment-là, on a reçu l'ordre de remonter sur le Hocquay en repassant par Bonnegaille. Et on est passé par Bonnegaille, les doigts dans le nez. Alors là, donc, on a une histoire à Bonnegaille parce qu'on était... À un moment, on s'est retrouvé avec des légionnaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutaient là. Je ne sais pas si c'était le BEP ou si c'était des Henry, j'en sais rien. Mais ils ont cambriolé le Bakwan. Le Bakwan, c'est le casino. D'accord. Le principe du jeu, c'est tailler Sioux. Il y a une boule de verre avec des petits cailloux en dessous. Et le numéro pair, c'est taille ou Sioux, ça gagne, et l'autre pair, ainsi de suite, des trucs comme ça. Mais ça, ils sont mordus de ce jeu-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il y a la table, il y a tous les gâteaux sur la table, et il y a une loggia. Oui. Et les gars qui vous descendent les mises en chantant. C'est très drôle, du reste, c'est vraiment très folklorique. Je ne suis pas joueur, alors donc ça ne m'a pas tellement intéressé. Mais les légionnaires, heureusement qu'on est arrivé 24 heures plus tard, parce que c'était encore nous qui aurions dérouillé. Et on est rentré à Hanoï. On y resté un petit peu. On a peut-être tourné un petit peu vers le canal des Rapides ou le canal des Bambous. Et puis ça a été Donquet. Donquet, ça a été la première opération. Ah, ça a été c'est la plus belle opération, parce que ça, franchement, c'est... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, en captivité, un jour, il y a un officier, Viet, qui vient me voir, ou il m'appelle, et il me dit, vous êtes du 3e, il le savait, puisqu'ils avaient les listes, parce que les listes, croyez-moi, je lui ai donné mon nom, moi, 100 fois. Ils ne sont pas praciers, mais c'est autre chose. Il me dit, vous étiez au 3e BCCP. Mais je lui ai dit oui, effectivement. Il me dit, vous avez participé au son de Donquet? Mais je lui ai dit oui. Il me dit, vous ne pouvez pas savoir la veine que vous avez eue. On vous avait préparé un comité d'accueil, mais alors, surtout que la DZ, la zone de dropage, la DZ était au bas de la citadelle.
Il y en avait une autre possibilité de largage, mais qui était à 5 km. Alors donc, c'était la seule possibilité. Et nous, on vous avait préparé un comité d'accueil avec des mitrailleuses sur la DZ. Là, on faisait un carnage. Et un quart d'heure avant, on les avait démontés. Ils pensaient qu'on ne viendrait plus. On a eu une chance. Parce que aussi bien en l'air qu'arrivé au sol, alors là, on était cloués sur place, on ne pouvait rien faire. Alors que là, c'est GC2 qui a repris la citadelle, je le vois encore. Ils avaient... donc, il y a un grand escalier, un escalier interminable qui monte sur le côté là. Et sur le côté ici, il y avait une piste pour que les camions puissent y accéder. Et comme ils étaient en train de récupérer tout le matériel qu'ils pouvaient, ils avaient laissé les portes grandes ouvertes. On s'est engouffré là-dedans. Mais alors, on les a liquidés. Je crois qu'on a eu de mort, en tout et pour tout. Pour une opération comme ça, c'est miraculeux, quoi. Il y avait un ravitaillement fou là-dedans, parce que c'était un poste très important qui ravitaillait tous les postes des alentours. Alors donc, il larguait à tour de bras des munitions, de la bouffe, des boissons, enfin tout ce qu'il fallait, quoi. Et c'était stocké, il y avait une réserve de nourriture et de munitions très importante. Et là, on a tout récupéré. Et même, encore un truc, on était là, une anecdote, si vous voulez, on était là, les Viettes étaient partis, donc on sabourait sur notre victoire. Et je vois arriver parce que les gars qui tenaient le poste, ben, ils s'étaient éparpillés quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus tenir, ils avaient essayé de foutre le camp. Et je vois arriver un gars complètement échevelé, complètement crevé, me dit comme ça. Il me dit, vous êtes descendu dans le blocos en bas, là? Il y avait un petit blocos à contrepente, là. Ah ben, j'ai dit, non, ma foi, non. Il y avait la paye. Il y avait la paye pour payer tous les gars de la région. Une véritable fortune. Ben, les Viettes ne l'ont pas trouvé non plus. Remarquez, même si je l'avais trouvé, je ne l'aurais pas gardé parce que c'était impossible. Vous comprenez, d'un seul coup, un cabot-chef à 1000 $ par mois qui se retrouve... donc, non, mais enfin, ça... Et là, vraiment, on a fait une très, très belle opération. Et puis, c'est les tabords qui sont venus nous relever. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Ben là, on est reparti. Et oui, hein, voilà. On est reparti pour la Hawkeye, puisque c'était l'aérodrome le plus proche. On est reparti. Sans problème, du reste... à part surtout la flotte, mais enfin ça c'est un détail. On est arrivé à la Hawkeye et on s'attendait à reprendre l'avion, puis on se dit, dans 2 heures, on était à Hanoï, un truc comme ça. Ils nous ont parachutés sur Kaohsiung. Avion dit qu'on a fait la gueule. Ouais. Mais ça m'a permis de sauver la vie de mon ami d'enfance qui était parti avec moi, s'était engagé tous les deux. On s'était connus en 1940. Et on s'était engagés ensemble et j'avais réussi, comme j'étais très copain avec Bijard, j'avais réussi qu'il soit mis dans le même groupe que moi, donc on était ensemble tous les deux. Et je lui trouvais une sale gueule. Je lui mets la main sur le front, machin, j'aurais pu faire cuire un œuf. Alors j'ai prévenu le toubib qui était là. Oh, il a explosé directement. Il avait le typhus. D'accord. Et donc, si ça ne s'était pas passé comme ça, ben, je ne sais pas, le pauvre, il aurait risqué d'y rester, quoi. Et on était parachutés sur Kaohsiung. Qu'est-ce qu'on a été foutre là-bas, je me le demande. C'est un nom d'opération, mais... je n'ai pas compris à quoi ça servait. Ça ne servait strictement à rien. Il y avait une petite route qu'on ne devait en aucun cas dépasser.
Et devant nous, c'était derrière nous, nous, c'était la zone française, à droite aussi, mais de l'autre côté, on n'avait pas, fallait pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on foutait là? Si on a réussi à... ça c'est moi moi qui l'avais fait. On était là, on voyait cette petite route qui était à, je sais pas, 300 mètres, 300-400 mètres peut-être. Et à un moment, on voit un gars descendre tranquillement à vélo, mais depuis loin. Oh, je prends 2 ou 3 gars avec moi, je dis, on va le cueillir. Donc, on l'attend au bord au bord de la route. Quand il arrive, on lui saute dessus. Et on reprend notre position. Un peu plus tard, on voit un descendre un type à cheval, tranquille, au pas, comme ça. Même coup, on lui fait le même coup, on le cravate. Et là, il avait des papiers très intéressants, paraît-il. On m'a dit par la suite qu'il avait qu'il avait des papiers intéressants, assez haut placés. Oui. Et à ce moment-là, il y a Biquette, le lieutenant Chevret, qui est un peu jaloux que ça serait des gars du 2e commando qui ait réussi ce truc-là. Il a voulu une opération avec de tout son truc. Les Viettes le repéraient, puis on n'a plus jamais revu personne. Quoi. Mais j'avais récupéré, à titre personnel, des plaques d'or. Ouais. Des plaques d'or comme ça, de 24 carats. Je sais pas, il y en avait une dizaine, peut-être quelque chose comme ça. In the pocket, vous vous rendez compte, je n'allais pas donner ça au GC, c'est une prise de guerre. Hein. C'est vrai que j'avais récupéré un vélo à cheval. Et ainsi, un pistolet aussi. Le gars avait un revolver. Je ne sais pas ce qu'il est devenu du reste. Je n'ai jamais su ce qui était devenu le cheval et le vélo, du reste non plus. Mais enfin, j'avais mes plaques d'or. Et un jour, à Yfon, qu'on partait je ne sais où, on était fauchés, j'ai été les vendre et j'en avais tiré un sacré bon prix. Je vous garantis que... Mais on est resté là, à Kaobang, une quinzaine. On était logés dans des baraquements en ruine. C'était lamentable. On bouffait. En tant que cabochais, je pouvais aller bouffer aux messes des sous-offres. C'est le seul avantage que j'avais. Ils m'admettaient aux messes des sous-offres. Alors, aux messes des sous-offres, on y bouffait pas trop mal. Et puis, il y avait un pancaboy. Ce que c'est qu'un pancaboy? C'est un gars qui tire sur une ficelle, et puis il y a une grande toile au plafond qui fait de l'air. D'accord. Et le gars, toute la journée, tire sur sa ficelle. C'est le pancaboy. Et l'engin s'appelle le Campa, évidemment. Le Panca, pardon. Et puis un beau jour, on a repris l'avion pour Hanoï. Là, c'était juillet, à peu près, début juillet ou quelque chose comme ça. Fin juin, début juillet. Là, je situe, hein. Kaobang, je pense que c'était l'opération Albatros. Et c'était où ça? C'était autour de Kaobang, justement. C'était pour sécuriser... Donner un nom à une opération pareille. Ouais. On restait, on quittait nos somptueux baraquements, là, nos ruines. On allait prendre position à quelques kilomètres de là, et puis on passait la journée là. Je comprends pas. Moi, ça, il y a des trucs. Si, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a manqué de perdre 5 officiers, dont Bijard, parce qu'ils étaient en réunion, en rond, comme ça, assis par terre, en rond, avec une carte devant eux. Il y a un obus de mortier qui est tombé dessus. Ouais. Il n'a pas éclaté. Ouais. On est compte le bol. Ouais. Parce que les 5 qui passaient. Parce que le mortier, c'est mauvais. Hein. Ouais, quand c'est pas le jour. Hein. Mais je dis, on a eu des périodes de chance invraisemblables. Ce qu'il y a, c'est que quand on a sauté sur Tas-de-Quai le 8 octobre, on a eu 2 parachutes qui ne sont pas ouverts. Ouais. Et là, on a compris que la chance, c'était fini. Ouais. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ça a été que ça.
ça a été rien que la catastrophe, les emmerdes jusqu'à la fin, quoi. La chose, c'est qu'il ne faut pas trop tirer dessus, quand même. Là, on avait vraiment beaucoup tiré dessus. Remarque, c'est il nous avait filé des parachutes qui étaient réformés. Le lieutenant Camac, par curiosité, avait retiré la poignée de son ventral. Les aiguilles étaient toutes rouillées. Les aiguilles qui sont au bout étaient toutes rouillées. Donc, si vous voulez, elles risquaient de ne pas sortir si vous devez l'ouvrir rapidement. Quoique le parachute ventral, quand vous êtes largué à 100 mètres, il n'y a pas tellement de... Enfin bon. Moi, j'avais un parachute qui était réparé avec une pièce rouge. Pièce rouge, je crois que c'est les munitions. Ouais. Ils étaient mal... il y en a qui étaient mal séchés. Donc, si vous voulez, c'est ça. Parce qu'on avait quand même, entre les sauts de brevet et les sauts à droite et à gauche, on avait quand même eu un sacré nombre de sauts. Il n'y a jamais eu le moindre pépin. Jamais, jamais, jamais. Et là, 2 parachutes coup sur coup, c'est quand même énorme. Non, et puis, de toute manière, quand il y a un parachutage, il y a soit un parachute, ils envisagent de récupérer le parachute par la suite, soit c'est un pépin perdu. Oui, donc les pépins, ils disent adieu, on les récupère pas. Et là, ils se sont dit ça, c'est une opération pépin perdu. Ils ont filé tout ce qu'ils ont trouvé dans leur réserve, tout ce qui était pourru. Mais les gars qui ont commandé ça, ils avaient... Franchement, ça a été... Et puis honnêtement, on était le 3e BCCP. On était 256 ou 286. Les chiffres sont assez flous pour moi. J'étais chef de stick. Un stick, c'est 15 hommes. Mon stick comportait 8 hommes, moi compris. Donc, déjà, au départ, il y avait une compagnie de renfort du 1er BEP, là, aux ordres du lieutenant Lotte, qui venait de débarquer. Eux, ils avaient 1 mois de séjour. Eux, ils étaient tout neufs, jamais cassés, et nous, on était complètement sur la rotule. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Qu'on puisse modifier, redresser la situation, alors que le 3e ERI, l'état-bord et le 1er BEP s'étaient fait massacrer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute? Ouais. Oui, là, vous parlez en fait des combats des RC4. C'était du sacrifice pur et simple. On pouvait pas... En plus, si j'ai obligé de vous le dire, on est rentré d'une opération au Laos d'un mois qui avait été quand même assez fatigant. On est rentré le 5, le 7, on a pris l'alerte, le 8, on a sauté, et il était prévu que le 9, on rentre notre matériel, on n'était plus opérationnel. Et ça quand on s'est retrouvé vers le 20, entre le 20 et le 25 octobre, en camp de prisonniers, qu'on a vu dans quelle merde on était, parce que c'était vraiment la merde, alors qu'à la même heure, on aurait dû être sur le Pasteur, en route pour la France. Mais je vous garantis que le moral, il en a pris un sacré coup. Hein. J'imagine facilement. Hein. Ça, alors là, ça... Parce que le Pasteur arrivait, il ramenait le 7e, qui était formé à Quimper, il ramenait le 7e, et en repartant, il nous emmenait. C'est nous partant. Donc c'était une question de dire... On devait dans la semaine qui venait, on devait être sur le bateau. Alors, il y a de quoi. Mais n'empêche que ça fait... sur le bataille. Sur ce groupe de 256 ou 286, il y en a quand même la moitié qui sont morts en captivité. On en est alors... Hein. Ça, le type qui a commandé... Là, c'est inadmissible. Le con qui a pu prendre une décision pareille, d'envoyer 400 mecs pour redresser une situation complètement pourrie. Elle était pourrie. Enfin, ça n'a pas empêché que le gars aura continué son avancement. Et puis, le jour où il aura cassé sa pipe, il aura eu le droit à l'ordre militaire. Enfin. C'est ce qu'on a un peu vu aussi avec l'abandon de Langson, en fait, après. Hein. Je dis, c'est ce que l'on a un peu vu avec l'abandon de Langson.
Ah bah oui, Vous avez le colonel Constant qui est quand même décoré pour cette merveilleuse retraite. il a été lamentable en dessous de tout, ça, Constant. Et, et dire que son fils a écrit un bouquin pour essayer de... Oui, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Vous l'avez lu? Non. Pour essayer de remonter La cote. pas le moral, mais la renommée de son père. Ouais. Non, je ne l'ai pas lu. Ah, tout ce qu'on a laissé. C'est ça, remarquez, ça a eu un avantage pour quelques-uns, parce que après les combats, il y a une partie, la plus grosse partie des prisonniers ont été remontés dans le secteur de Cauban. Et il y en a quelques-uns qui sont descendus sur Langston. Et de Langston, les possibilités d'évasion étaient beaucoup plus... Et de là, il y a eu des évasions à Langston. Je crois qu'il y en a eu une dizaine, facile. Et puis surtout, il y avait un ravitaillement énorme, mais il y avait beaucoup de trucs que les Viettes ne mangeaient pas. Par contre, la choucroute, les boîtes de choucroute, alors les foutants, alors les taulards les récupéraient, puis c'est... Donc, ils arrivaient à manger un peu mieux, et il y avait 150 km, nous, il y en avait plus de 300. Et oui. Ouais. Donc, et comment voulez-vous que circuler de nuit, c'est pas possible. Personne n'avait de boussole, vous en doutez. Mais enfin, des gens s'orientent avec le soleil. Bon, moi, je veux bien. Mais comment voulez-vous que... Moi, je faisais à l'époque, je mesure 1,95 m, que je circule discrètement et que je puisse pas... Même si je me file un chapeau conique sur la tête, je ne passerai jamais pour un indigène. Il suffit d'un petit bacon, d'un moutard en train de garder son bœuf, il crée au charron, puis ça y est. Et dans ces cas-là, il y avait un intérêt à faire gaffe parce que bien souvent, ils étaient massacrés. Hein. Alors, non, je ne me suis jamais mêlé. Oh, il y a des évasions. Ça a été les premiers temps de captivité, si vous voulez, ça a été l'abattement, donc se trouver dans cette situation alors qu'on devrait être sur le bateau, enfin, tout ce truc-là. Et puis après, ça a été les évasions. Alors là, chacun avait son plan. Moi, j'avais des plans absolument formidables, des trucs comme ça. Et puis tous ceux qui sont partis se sont fait reprendre, ou on les a jamais revus, donc c'est qu'ils avaient été tués par la population. Quand ils sont rentrés, ils ont eu droit à une bonne volée de bois vert et un séjour dans la cage à buffle. Ou alors, s'il y en a un, Pat, il est mort il n'y a pas tellement longtemps. Pat, c'était aussi un excellent copain. Il avait un peu la silhouette de Gaulle, un grand pif comme ça, une petite brioche, et un beau jour, il ne s'intéressait à aucune histoire de toutes les histoires d'évasion, non, ça lui passe au-dessus de la tête, ça n'intéressait pas. Et un beau soir, mon pote avait disparu. Les gars qui dormaient à côté de lui l'ont porté présent pour lui donner un peu d'avance. Et puis il a fallu le reconnaître qu'il s'était évadé. Et 2 jours après, on voit venir mon pote avec un gros fagot de bois sur le dos. Il a prétendu qu'il s'était perdu. Et bien les Viettes l'ont cru. Ouais. Il n'a pas eu droit à la volée de bois vert, il n'a pas eu droit à la cage à buffle. Ils ont dit, bon, ça va. Il avait compris, ça, parce que c'était impossible. D'ailleurs, si on n'a pas eu, alors comme ça, c'est bien simple. On part du principe que le devoir de chaque prisonnier, c'est chercher à s'évader, mais faut-il avoir quand même une chance? Bah, c'est ça, c'est ça. Les gars qui s'évadaient d'Allemagne, au moins ils pouvaient se noyer dans la masse. Ils avaient quand même une silhouette d'Européens, comme ça. Mais... Du reste, logiquement, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre le procès. Pourquoi déjà avoir évacué Kaobang par les RC4? Il y a les RC3 de l'autre côté.
On est en moyenne région directement, donc pas de calcaire, pas de trucs comme ça. Et on aurait filé tout seul, taille nuienne et tout ça, on défilait tout. Pourquoi être passé par là? Pourquoi être passé par là? A priori, parce que j'ai fait une conférence il y a quelques mois justement sur la RC4, oui. Et j'ai repris aussi d'ailleurs certaines séquences de votre témoignage précédent. Et à ce moment-là, l'état-major à Hanoï pensait qu'il y avait encore justement à Thanh Nguyen une forte probabilité qu'il y ait des troupes viettes importantes. Oui, mais à cette époque-là, c'est sûr que c'était moins pire que la RC4. Mais à cette époque-là, nous, on avait encore des chars qui sont restés à la sortie de Kaobang, parce que quand l'alcool s'était branlé de Kaobang, il y avait les chars, les trucs comme... Et puis il a fallu les abandonner. Oui, oui. Vous voyez les chars dans la piste de Canguilhette? Oui, non. Non, c'est impossible. Non, mais là, avec des chars, ben, c'était quand même un appui. C'était pas plus risqué que de passer par la RC4. Ah non, mais c'était moins risqué même en fait. Hein. Mais bon. De toute manière, il n'y a eu que des erreurs. Comme Dien Bien Phu aussi était une erreur. Aller se planter dans une cuvette là, où ils sont dominés de tous les côtés. Bah, ils avaient un peu oublié l'artillerie Viet Minh, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils l'avaient oublié, mais on n'avait pas tenu compte. L'officier qui commandait l'artillerie, Pirotte, oui. C'était l'oncle d'un copain du GC2. D'accord. Ah oui, il me semble avoir vu son nom dans le... Oui, c'était son oncle. Il était je sais pas, j'ai eu des nouvelles de... Oh non, maintenant, il y a plusieurs années. Le temps passe tellement vite. Non, il est certainement mort depuis. Les dernières nouvelles que j'avais de lui, il ne pouvait plus sortir de chez lui. Non, parce qu'il était au premier étage ou en étage, donc il ne pouvait pas. Donc on le ravitaillait, des trucs comme ça. Mais il a dû mourir depuis. Mais c'était un très gentil garçon, Pirotte, je me rappelle. Bah, écoutez, Robert, on va terminer là-dessus. Bah, donc, merci. Merci encore hein, pour tout ça, toutes ces infos, ces souvenirs. Si ça a pu vous obliger, regardez que moi, ça m'a fait un grand plaisir. De toute façon, on renouvellera ce plaisir.